Cette semaine dans Afrique, nous reviendrons sur les attaques de Boko Haram au Cameroun. Depuis le mois de juillet, une vague d'attentats suicides a fait plus de 40 morts dans l'extrême nord du pays. Puis nous irons en Afrique du Sud où le parc Kruger a trouvé un nouveau moyen de protéger les rhinocéros avec une brigade canine. Enfin, direction Madagascar où l'île Sainte-Marie célèbre l'arrivée des baleines à bosse. Mais d'abord, les titres de l'actualité. 2 semaines après la réélection contestée du président Pierre Nkurunziza, le Burundi est toujours plongé dans une grave crise politique et sécuritaire. Assassinats, arrestations arbitraires, torture, le Burundi s'enfonce dans la violence. Une nouvelle phase de négociation pour mettre fin à la guerre civile qui ravage le Soudan du Sud a démarré jeudi à Addis Abeba en Éthiopie. Ce plus jeune pays du monde est enfermé dans une guerre civile depuis plus de 19 mois qui a provoqué des dizaines de milliers de morts. Les médiateurs africains en charge de la résolution du conflit ont donné jusqu'au 17 août aux dirigeants sud-soudanais pour signer un accord de paix. L'Égypte a inauguré en grande pompe l'élargissement du canal de Suez jeudi, à la tête d'une fastueuse parade navale et en présence de chefs d'État dont le français François Hollande. Le président Abdel Fattah al-Sisi a célébré cette nouvelle voie du canal, longue de 72 km, qui permettra selon les autorités de doubler le trafic et les revenus. Le président ivoirien Alassane Ouattara a remis symboliquement mardi à une cinquantaine de victimes de la crise post-électorale de 2010-2011 un chèque de 1 500 € chacun. Un geste qui marque le démarrage de l'opération d'indemnisation en Côte d'Ivoire. Plus de 3000 personnes avaient été tuées lors des violences qui ont commencé lorsque Laurent Gbagbo a refusé d'accepter sa défaite face à Alassane Ouattara. De célèbres athlètes kenyans ont achevé jeudi une marche de la paix de 836 km contre les violences intercommunautaires. Et pour finir, le 18e anniversaire de la mort de la star de l'afrobeat Fela Kuti. Danse, musique, les fans se sont réunis pour célébrer leur idole. Direction maintenant le Cameroun qui depuis un mois est frappé par une vague d'attentats suicides de Boko Haram qui a fait plus de 40 morts. Après avoir longtemps attaqué le Nigeria, Boko Haram s'en prend désormais au Cameroun. Après des semaines d'attentats suicides, de fusillades et d'enlèvements, le groupe islamiste nigérian a kidnappé 135 personnes mercredi et tué au moins 8 personnes. Mais le Cameroun ne compte pas rester inactif. Les responsables de l'armée ont rencontré jeudi leurs homologues tchadiens à Maroua, dans le nord du pays. Le gouvernement camerounais a annoncé la mobilisation de 2000 soldats supplémentaires pour protéger les riverains et une nouvelle force militaire dont l'entrée en action est imminente. Le Cameroun a également déporté plus de 2000 ressortissants nigérians en situation irrégulière dans le cadre des nouvelles mesures sécuritaires visant à prévenir le risque d'attentats suicides. Le Nigeria et le Cameroun partagent une longue frontière. Et on a beau dire qu'elle est poreuse, mais c'est au bénéfice des populations qui vivent là. Et comme tel, donc, il faut mettre sur pied un dispositif sécuritaire le long de la frontière pour pouvoir permettre que les peuples puissent vivre en paix en échangeant comme ils ont l'habitude de le faire. Plus au sud, la sécurité a également été renforcée. Le port du voile islamique a été interdit pour éviter que d'éventuels kamikazes ne s'en servent pour dissimuler des explosifs. Mais malgré les efforts du gouvernement, le nombre d'attaques ne cesse d'augmenter. Depuis 2009, les insurgés de Boko Haram ont fait plus de 15 000 morts. Ces 2 derniers mois, le groupe terroriste a tué plus de 800 personnes au Nigeria, au Cameroun et au Tchad. Ali a tout l'enthousiasme d'une jeune recrue. Endurante et intelligente, elle sait suivre une piste dans la brousse sur plusieurs kilomètres et attaquer ses ennemis. C'est un berger malinois, une race réputée chez les sauveteurs et militaires du monde entier. Elle fait partie de la brigade canine du parc Kruger qui compte une trentaine de chiens, bientôt 40, entraînés quotidiennement à arrêter les braconniers. Son maître, un ranger sud-africain, préfère rester anonyme par peur des représailles. Quand la terre est dure, vous ne voyez pas les traces. Ou quand il y a beaucoup d'herbe, ce n'est pas facile de voir les traces. Mais les chiens ont leur flair et ils sont très rapides. Dès que vous détachez la laisse, si les empreintes sont fraîches, ils partent très vite. C'est facile pour eux. Et quand les braconniers s'enfuient, le chien peut les poursuivre et en attraper un. Quand une carcasse de rhinocéros est découverte dans le Kruger, un chien est lâché sur les lieux, aux trousses des braconniers, son maître à la suite. En 2014, plus de 1200 rhinocéros ont été tués en Afrique du Sud, dont plus de 800 dans le parc. Un triste record qui devrait encore augmenter en 2015. Le parc peine à faire face, mais les succès de la brigade canine apportent un peu d'espoir. Une fois arrêtés, les braconniers passent tous par la cour de Skukuza, dans le parc.
et ils ont généralement affaire à Hansi Venter, procureur spécialiste du sujet depuis 6 ans. Quand j'ai commencé, c'était rare. C'était une exception à la règle d'avoir un cas de braconnage de rhinocéros. Aujourd'hui, ici, toutes les semaines, il y a de nouvelles arrestations, de nouvelles affaires. On n'arrête pas. Ça prend le dessus sur toute notre vie. Le parc Kruger se situe tout le long de la frontière du Mozambique et la plupart des accusés viennent de ce pays où plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Des gangs puissants recrutent des braconniers pour alimenter le marché noir de la poudre de corne en Asie. Mais même quand ils sont arrêtés, les condamnations sont longues à obtenir. Vu les énormes sommes d'argent que représente le braconnage des rhinocéros, les accusés obtiennent en général les meilleurs avocats possibles. Il faut reporter l'audience jusqu'à ce que l'avocat soit disponible, et puis ils ont droit à une copie du rapport d'enquête. Ils ont droit à du temps pour s'entretenir avec leurs clients. C'est un long processus. Ça prend du temps. Et souvent, la défense utilise des tactiques pour tout retarder. Ce jour-là, Elliot Manzini, père de 6 enfants, est condamné à 7 ans de prison ferme pour entrée illégale sur le territoire et possession d'armes à feu et de munitions. Une petite victoire pour la cour de Skukuza et la brigade canine, mais alors que les gangs utilisent des techniques de plus en plus sophistiquées, les équipes du Kruger parviennent à peine à ralentir le massacre. L'île Sainte-Marie a célébré l'arrivée des baleines à bosse en organisant son tout premier festival des baleines. Chaque année, ces mammifères marins géants quittent l'Antarctique pour venir se reproduire entre juin et septembre au large de cette petite île de 27 000 habitants. L'occasion pour les opérateurs de dynamiser un secteur touristique en grande difficulté, mais aussi de sensibiliser les Malgaches à la protection de l'environnement. Évidemment, le Festival des baleines, il a 2 rôles essentiels. Le premier, c'est de sensibiliser sur les baleines et sur l'environnement marin en général. Voilà, les Samariens aiment leurs baleines, mais on a besoin d'utiliser ce formidable ambassadeur pour leur faire passer des messages. Même si l'espèce n'est plus en voie de disparition, on estime que la population des baleines à bosse est passée de 225 000 à 60 000 en un siècle. En cause notamment la chasse au Japon, pays grand consommateur de viande de baleines à bosse. Au festival s'est ajouté un congrès scientifique sur la préservation de l'espèce et le ministre de l'Environnement s'est engagé plus fermement qu'auparavant pour la protection du patrimoine naturel. On a discuté avec les congressistes donc, dans le cadre du Congrès mondial des baleines et l'idée qui est sortie justement de ces discussions, c'est d'intégrer justement la Commission balnéaire internationale. Ça nécessite un engagement fort de l'État et que l'idée c'est de proposer un projet de loi justement contre la chasse à la baleine à Madagascar. Une loi qui ne bénéficierait pas qu'aux baleines. L'observation touristique des cétacés rapporte environ 1,2 milliard de dollars par an dans le monde. Un potentiel énorme pour Madagascar qui pour l'instant n'en tire pas beaucoup profit, faute d'infrastructures et d'actions politiques. Je crois que Sainte-Marie pourrait être un site mondial scientifique et protégé. Les gens viendront ici pour apprécier les baleines avec toutes les infrastructures existantes et celles à venir. On est très près des baleines ici. Je dois vous dire qu'avoir des baleines devant vous ou derrière moi, comme c'est le cas ici, c'est très difficile à trouver ailleurs dans le monde. Madagascar est l'un des 3 hauts lieux mondiaux pour observer les baleines à bosse avec Hawaï et la République dominicaine. Une demande est en cours pour inscrire la route des baleines au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un match de foot inhabituel en Afrique du Sud. Les 2 équipes de football de Soweto, Orlando Pirates et Kaizer Chiefs s'affrontent lors d'un derby un peu particulier. Ce sont les fans qui choisissent les joueurs. La semaine prochaine, nous retournerons en Afrique du Sud où un jeune Africain a lancé la seule microbrasserie du pays, entièrement gérée par des personnes noires. Puis nous irons au Togo, à Lomé, la capitale, où nous découvrirons le marché des fétiches qui propose de soigner tous les maux. À la semaine prochaine!